Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Omblin Plan. Je suis directrice de la communication pour Mieux Donner. C'est une plateforme qui oriente vos dons vers les associations les plus efficaces au monde. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde où nous allons explorer ensemble les différentes manières d'agir efficacement en faveur de la santé, du bien-être et de la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Ces trois domaines dans lesquels certaines problématiques restent largement invisibles et où certaines actions pourtant extrêmement efficaces sont encore méconnues ou sous-financées. C'est justement en mettant en lumière des leviers d'impact parfois contre-intuitifs qu'on peut identifier des pistes prometteuses pour aider le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, plus que jamais, une question se pose. Avec les ressources limitées dont on dispose, comment faire le plus de bien possible? Avant de répondre à ces questions, je vous propose juste de faire un état des lieux de la situation actuelle. Donc aujourd'hui, c'est 700 millions de personnes qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Chaque jour, 13 millions d'enfants meurent de causes évitables comme le paludisme ou la pneumonie. Plus largement, c'est 6 millions d'enfants qui meurent chaque année avant 15 ans, ce qui représente 4,4% à l'échelle mondiale et 0,47% dans les pays les plus riches. Si on considère que ce taux de 0,47% serait atteint partout, alors on pourrait sauver environ 5 millions d'enfants chaque année. L'aide publique au développement, les pays de l'aide publique au développement en 2024 n'ont consacré que 0,33% de leur revenu national brut à l'aide au développement, ce qui représente un peu plus de 99,5% des budgets qui restent chez nous alors que les besoins sont ailleurs. Côté dons, le constat est à peu près le même. Par exemple, en France, 10 milliards d'euros sont donnés chaque année. Ces dons, ils vont pas forcément vers les interventions qui sont les plus efficaces, reconnues comme les plus efficaces. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, encore faut-il savoir le diriger vers les interventions qui auront le plus de résultats concrets. Plus récemment, la dissolution de l'Agence des États-Unis au développement international a été un marquant assez brutal. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc 75 milliards de dollars de programmes ont été supprimés et c'est 94% des équipes qui ont été licenciées. En France aussi, les coupes budgétaires sont assez sévères. Entre 2024 et 2025, le budget dédié à l'aide publique au développement a été réduit de 39%. En 2023, l'aide publique au développement en France a atteint 13,9 milliards d'euros, soit 0,48% du revenu national brut. Donc ce chiffre place la France au 5e rang mondial des bailleurs, mais elle reste quand même en retrait par rapport à l'objectif international de 0,7% fixé par l'ONU, qui représente le niveau minimal d'effort recommandé pour lutter efficacement contre la pauvreté dans le monde. Cette crise, néanmoins, elle ouvre aussi une nouvelle donne. Alors le monde ne va pas plus mal, au contraire, les choses s'améliorent même, mais dans un contexte où nos ressources sont contraintes, comme on l'a vu, chaque euro bien alloué est encore plus précieux qu'avant. Donc l'efficacité aujourd'hui, c'est pas un luxe, mais ça devient une nécessité. Et on a justement la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 3 spécialistes qui couvrent tout le cycle de l'impact. Donc je vais présenter tout d'abord Loïc Watine, qui transforme les données d'impact en décisions utiles chez IPA. Donc il veille à ce que les politiques de lutte contre la pauvreté s'appuient sur ce qui marche vraiment. On a ensuite Juliette Finetti chez LIP, qui oriente des actions concrètes pour éliminer l'exposition au plomb dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
Et enfin, Samuel Dupré, au Happier Lives Institute, qui évalue l'efficacité des interventions et des associations sur le bien-être. Donc, je vais bientôt donner la parole à Loïc, mais avant toute chose, vous pouvez scanner ce QR code qui vous permet d'inscrire vos questions sur Slido, ou alors de taper le lien sur votre moteur de recherche, et on prendra un temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je vais maintenant passer la parole à Loïc, qui va nous présenter les actions qu'il mène. Merci beaucoup, Ombline. Merci à tous. Ravi d'être ici. Je vais commencer par un tout petit mot sur l'organisation pour laquelle je travaille, pour vous situer un petit peu. Innovations for Poverty Action, IPA. En bref, c'est une organisation, une ONG internationale qui fait de la recherche et de l'influence en politique publique et autres. On a 19 bureaux pays et on fait vraiment deux choses différentes. On évalue de manière rigoureuse les programmes en tout genre dans le domaine du développement, à travers beaucoup de secteurs différents, l'éducation, la santé, l'inclusion financière, etc. Avec des méthodes scientifiques, souvent en partenariat avec des chercheurs académiques dont vous connaissez peut-être certaines personnalités comme Esther Duflo, Dean Karlan, etc. Et donc ça, c'est toute une partie d'IPA. Et l'autre partie d'IPA sur laquelle moi, personnellement, je travaille encore plus, c'est l'idée d'aider les décideurs, donc que ce soit les fondations, les bailleurs de fonds, mais surtout, pour nous, les gouvernements dans les pays en voie de développement, pour qu'ils orientent leurs politiques et leurs actions et leurs programmes vers des choses qui fonctionnent d'après les évaluations. Mais commençons, avant d'aller dans tout ça, par vous mettre en situation. Je vais imaginer que vous êtes... prenez une grosse respiration d'abord. Voilà. Vous pouvez être une nouvelle personne maintenant. On va dire que vous êtes un philanthrope. Vous pouvez être le philanthrope que vous voulez. Vous pouvez être le philanthrope qui est au bord de la piscine, avec... voilà, qui donne des petites instructions sur son téléphone portable à son staff. Vous pouvez être le philanthrope qui travaille toute l'année et qui donne 100 $ ou 100 € à la fin de l'année à la cause la plus efficace. Ce qui vous intéresse, ça va, vous y êtes? Vous êtes là. Ce qui vous intéresse, c'est l'éducation, c'est les niveaux d'apprentissage. Vous savez que les niveaux d'apprentissage en Afrique notamment sont très très faibles et les enfants vont beaucoup plus qu'avant à l'école, mais vraiment ils apprennent pas grand-chose. Et c'est ça que vous voulez, c'est sur ça que vous voulez travailler. Mais vous savez pas par où commencer. Et il s'avère que vous avez un super copain qui vous envoie un TED Talk, un lien vers un TED Talk. Alors vous l'ouvrez. Et alors le TED Talk, c'est une fantastique directrice d'ONG qui raconte que son organisation donne des bourses au mérite pour les filles en Afrique et que c'est vraiment très important parce que ça permet de motiver les filles à apprendre plus à l'école parce qu'elles savent qu'elles vont plus pouvoir aller dans les niveaux supérieurs grâce aux bourses. Et alors vous trouvez ça super et vous êtes en train d'écrire un chèque et au moment de la signature, pouf, il y a un nouveau pop-up sur votre écran et un autre ami, vous envoie un autre TED Talk. Et alors là, le TED Talk, c'est un peu un gars qui est dans la tech et il dit « Ouais, mais de toute façon, dans les écoles, ils n'ont rien du tout, elles sont vides. Il faut qu'on leur donne des ordinateurs portables. » Et nous, on donne des ordinateurs portables avec des logiciels d'éducation sur les portables. On met ça dans les écoles et tout le monde apprend magiquement grâce à ces ordinateurs portables. Alors là, vous êtes c'est super, je ne sais pas, peut-être que je vais donner la moitié de mon chèque à cette organisation. Et là, coïncidence, un troisième TED Talk, un troisième email avec un lien. C'est vraiment incroyable. Et là, c'est une dame qui dit moi, dans mon organisation, on a trouvé que les enfants n'apprenaient pas parce qu'ils avaient tous un niveau extrêmement différent dans les classes. C'est vrai que dans les pays d'Afrique et dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a énormément de variations dans les niveaux d'apprentissage. Et donc, les enseignants, ils sont obligés d'enseigner en haut aux quelques élèves qui suivent. Donc, vous avez dans une même classe 60% des enfants qui sont peut-être en l'équivalent du CM1, qui ne savent même pas lire. Et donc, ils sont complètement perdus. Et les enseignants enseignent que pour les quelques-uns qui arrivent à suivre, parce qu'il y a un programme à suivre. Et donc, nous, ce qu'on fait dans cette organisation, cette dame explique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des groupes de niveau.
c'est pas très politiquement correct en France, mais on sépare pendant quelques heures chaque jour, on sépare les enfants par leur niveau d'apprentissage plutôt que par leur âge, et comme ça on leur enseigne à leur niveau, là où ils en sont. Et tout le monde suit et tout le monde progresse, et c'est merveilleux parce que tout un village a réussi à sortir de l'ignorance, et tous les parents ont fini par avoir leurs enfants qui leur apprenaient à lire grâce à ce programme. Donc vous êtes le philanthrope, peut-être celui au bord de la piscine, et vous demandez où je vais écrire mon chèque. Alors vous voyez, en général, dans le monde dans lequel on est, c'est surtout ceux qui ont les TED Talks les plus émouvants, ou les meilleures anecdotes, ou les meilleures relations qui reçoivent le plus de financement. Et puisque vous êtes ici, probablement vous trouvez que ce n'est pas une super idée. Et c'est pour ça que IPA a été créé. C'est vraiment pour pouvoir répondre à cette question. Quelle est, de ces trois-là, la meilleure manière de financer, d'aider, de résoudre ce problème? Je ne vais pas aller dans ce détail parce que ça a été expliqué ce matin. C'est une des méthodes, en général, qu'on considère la plus crédible pour évaluer vraiment un programme de manière rigoureuse et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On utilise, dans la grande majorité de nos études, ces méthodes. C'est la même chose qu'un essai clinique en santé. Et quand on fait ce genre de programme, on trouve que en fait, le dernier TED Talk, ça devrait être le TED Talk le plus inspirant, même si c'était le dernier, parce qu'il est le programme de regroupement par niveau d'apprentissage est à peu près 25 fois plus co-efficace, 25 fois plus co-efficace que les bourses au mérite, et à peu près 30 000 fois plus co-efficace que les ordinateurs portables. Donc c'est pour ça qu'on fait des évaluations, c'est pour pouvoir avoir ce genre de résultats et pouvoir vraiment diriger les ressources limitées, que ce soit en temps ou en ressources, vers ce qui fonctionne le mieux. Quand j'ai commencé à IPA il y a à peu près 15 ans, on était vraiment focalisé sur faire ces évaluations. Donc c'était, on ne sait pas ce qui fonctionne, donc informons avec de la recherche. Et ça, on le fait toujours. Mais depuis, on s'est assez vite rendu compte que on a vraiment, c'est pas parce que les résultats de recherche existent que les politiques publiques dans les pays en voie de développement vont être changées et inspirées par ça. Donc on a beaucoup développé beaucoup d'équipes qui travaillent directement avec le gouvernement, qui créent des relations pour être au bon moment, au bon endroit quand les décisions sont prises, et pour faire en sorte que les politiques de ces ministères soient inspirées des données. Et plus récemment, on a vraiment, dans les 7-8 dernières années, on a développé encore plus l'idée on a été encore un peu plus loin que de partager ces résultats. On a maintenant à peu près un tiers de nos équipes qui fait vraiment, qui soit s'intègrent dans les ministères pour les aider à utiliser leurs propres données et utiliser les données de la recherche, soit qui donnent du conseil à des organisations type fondation ou ONG pour avoir une meilleure utilisation de leurs propres données. Donc, on a un peu élargi la palette de notre travail, et moi je m'occupe principalement des deux dernières parties. Pour finir, avant de laisser la parole à mes copanélistes, peut-être quelques interventions dont certains vous pourrez avoir entendu parler, mais qui sont d'autres interventions que Teaching at the Right Level, que l'enseignement ciblé dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui ont aussi été, dont l'efficacité a été prouvée et qui sont passées à l'échelle. C'est des interventions qu'IPA a évaluées historiquement. Donc les transferts monétaires, les unconditional cash transfer, comme on dit en anglais, le déparasitage dont on a parlé ce matin, les moustiquaires imprégnés, c'est quelque chose qui est très très connu dans le monde d'altruisme efficace. Les dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau potable, donc vous mettez un petit distributeur de chlore pour traiter l'eau à l'endroit où le village prend de l'eau. Ça ne coûte pas très cher et ça permet d'éviter énormément de maladies. Et l'approche graduation contre l'extrême pauvreté, ça, il s'agit de donner non seulement par exemple une vache ou en tout cas un bien productif, en plus d'avoir un soutien à la consommation régulier pendant 1 ou 2 ans et du coaching. Et l'idée, c'est de sortir les personnes vraiment les plus pauvres des plus pauvres d'un cercle vicieux de la pauvreté. Et ça a été prouvé comme étant très efficace dans 6 ou 7 pays. Et c'est mis à l'échelle par certains gouvernements. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura inspiré pour la prochaine fois que vous serez au bord de la piscine à donner vos instructions.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc. Loïc nous a montré qu'on peut mesurer de façon rigoureuse ce qui fonctionne vraiment avec des données solides, des essais randomisés, des impacts prouvés et que ces résultats peuvent orienter les politiques publiques vers ce qui marche vraiment. Mais certains enjeux, comme ceux sur lesquels travaille Juliette, ne se prêtent pas toujours à ce type d'évaluation. Dans ces cas-là, l'enjeu devient où peut-on intervenir pour avoir un impact massif, rapide et peu coûteux. Et c'est exactement ce que fait LIP. Et donc, je vais laisser la parole à Juliette qui va nous présenter leur logique. Merci Ombline. Bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Finetti, je suis directrice de recherche et stratégie chez LIP. Et je vais vous parler de l'élimination du plomb dans la peinture. Et je vais essayer de vous montrer que c'est un exemple d'une action de santé mondiale efficace. Alors d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi on travaille sur l'élimination de l'exposition au plomb. La décision a été prise à la création de LIP sur la base d'un cadre d'analyse que beaucoup de gens utilisent au sein de l'altruisme efficace pour orienter nos actions et qui consiste à se poser 3 questions clés. D'abord, l'importance. Est-ce que c'est un problème qui touche un grand nombre de personnes ? Ensuite, la faisabilité. Existe-t-il des moyens concrets de faire davantage de progrès sur ce problème ? Et enfin, le manque d'attention. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources qui sont allouées à ces solutions ? Je vais commencer par l'importance. Ombline parlait tout à l'heure de visibilité, et c'est quelque chose de très pertinent pour le plomb, parce que ces effets sont souvent sous-estimés. On l'appelle d'ailleurs le tueur silencieux. Le plomb n'a aucune utilité dans le corps humain, et pourtant, il limite le calcium et le fer, et endommage un grand nombre d'organes et de systèmes du corps humain. Il cause des maladies multiples comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'anémie, des dommages rénaux. Mais l'effet le plus important, c'est probablement ses effets sur le cerveau. Il diminue le développement cérébral chez les enfants et réduit donc leur capacité cognitive. Et ça a des répercussions plus tard sur leur réussite scolaire et leurs revenus futurs. Donc le plomb est vraiment toxique, mais une question qu'on peut se poser, c'est à quelle échelle la population mondiale y est-elle exposée ? À grande échelle, en gros. On compte environ 1 enfant sur 3 qui a un taux de plomb supérieur à 5 microgrammes par décilitre. C'est le seuil défini par l'OMS au-delà duquel les effets sur la santé justifient une action. C'est aussi l'exposition au plomb est aussi un problème qui tue plus de personnes par an que le paludisme et le VIH/SIDA combinés, de par ses effets sur les maladies cardiovasculaires. Donc on compte 3,5 millions de décès par an. Il cause aussi des pertes de PIB mondial de près de 1 milliard de dollars, simplement par ses effets sur les diminutions des capacités cognitives. Et malgré l'ampleur du problème, l'exposition au plomb reçoit relativement peu d'attention. Le montant investi en 2024 par tous les bailleurs de fonds internationaux combinés était seulement de 15 millions de dollars. C'est aussi un problème qui est relativement peu étudié. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Des choses aussi simples que, par exemple, connaître les taux de plomb dans le sang dans les populations, dans les pays en voie de développement. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment de données là-dessus. Et il y a très peu d'acteurs qui travaillent sur ce sujet. On compte à peu près 10 organisations clés qui sont vraiment focalisées sur l'élimination de l'exposition au plomb. Maintenant, pour vous parler de faisabilité, je vais vous parler d'une des sources d'exposition au plomb les plus importantes, c'est la peinture. C'est la source pour laquelle on a le plus de preuves d'être une source d'exposition dans les pays en voie de développement. Et c'est aussi une source pour laquelle on a des solutions évidentes. La solution dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de réglementations sur la teneur en plomb dans les peintures. Vous voyez sur cette carte tous les pays qui sont
tous les pays qui sont en orange et en gris sont les pays dans lesquels il n'y a pas de mesures juridiquement contraignantes sur la teneur en plomb dans la peinture. Et même dans les pays qui sont en bleu, donc où il y a des réglementations contraignantes, elles ne sont pas toujours respectées. Et ce que les études nous montrent, c'est que lorsqu'il y a des limites obligatoires sur la teneur en plomb dans la peinture et que ces limites sont respectées, la teneur en plomb dans les produits qui sont vendus sur le marché diminue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le plomb dans la peinture n'est pas un ingrédient nécessaire. Il est souvent utilisé pour colorer les peintures ou en tant qu'anticorrosif, mais il y a beaucoup d'alternatives qui existent et qui sont disponibles à coût comparable, et beaucoup d'autres pays les ont déjà adoptées. Maintenant, vous pouvez peut-être me dire, mais mettre en place une nouvelle réglementation, ça prend beaucoup de temps. Pas forcément. Dans certains pays, et souvent d'ailleurs, ça peut être un processus assez rapide, puisqu'il existe des réglementations, il existe des lois qui réglementent l'industrie de la peinture, et parfois il suffit simplement d'ajouter une norme sur la teneur en plomb aux lois existantes, et on n'a pas forcément besoin de créer une loi entièrement nouvelle, et ce qui requerrait sûrement un passage devant le Parlement, par exemple. Je vais vous parler du coup un peu plus de l'approche de LEAP. LEAP met en place des programmes sur l'élimination du plomb dans la peinture qui consistent globalement en 5 étapes. La première, c'est établir une relation de collaboration avec l'autorité gouvernementale compétente. Ensuite, on fait une étude de la peinture, donc pour apporter des preuves que le plomb est prévalent sur le marché dans le pays. Ensuite, on soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de la réglementation. Donc, dans les pays dans lesquels il y a déjà une réglementation qui est en place, on les soutient, on les aide à faire en sorte que cette réglementation soit respectée. Et lorsqu'il n'y a pas encore de réglementation, on les aide à en mettre une en place. Et en parallèle de ça, on soutient l'industrie aussi. Donc, on fournit une assistance technique gratuite aux fabricants pour les aider à reformuler leurs produits. Et enfin, on fait une étude de suivi, donc pour voir quels sont les progrès sur le marché et où est-ce que notre soutien peut être encore apporté. Donc, quel est notre impact ? On n'a pas d'expérience randomisée parce qu'on travaille à l'échelle de pays, donc ce serait impossible pour nous. Mais on essaye de documenter tous les événements qui se passent à partir du moment où on commence un programme dans un pays et on fait une première étude jusqu'à l'étude de suivi pour savoir si le passage au sans-plomb est bien dû à l'influence de LEAP et pas à une tendance générale. Donc, par exemple, le pays avait déjà enclenché le processus de transition ou il y a d'autres acteurs qui influencent le passage de la réglementation. Donc, on documente tout ça et on regarde tout ce qui se passe entre la première étude et la dernière étude. J'ai mis là sur le slide 2 exemples de réussite. C'est 2 pays dans lesquels on a déjà des données sur l'avant et l'après. Et je vous parlais un petit peu plus de l'un d'entre eux, le Pakistan. En 2021, on a fait une première étude qui a montré que 54% du marché de la peinture avait de fortes teneurs en plomb. Et il y avait déjà une limite contraignante, donc on a fait un partenariat avec l'autorité locale compétente et on a fait une campagne médiatique. On a plaidé auprès des fabricants pour une reformulation. On a fait aussi des ateliers de renforcement de capacité pour aider l'autorité à mieux faire respecter la réglementation. Et en 2024, la part de marché des peintures au plomb a été tombée à 19%. Donc, avoir ces indicateurs-là, ça prend du temps. De faire une étude de suivi, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels on a déjà ces données-là. Mais en attendant, on regarde du coup des indicateurs intermédiaires, notamment est-ce qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place et aussi le comportement des fabricants. À ce jour, on a réussi à passer des réglementations contraignantes dans 6 pays. Et dans 17 pays, on voit que les fabricants représentant plus de 50% de la part du marché de la peinture au plomb prennent des mesures vers la reformulation. Et quand je dis prendre des mesures, ce n'est pas juste
une conversation avec un fabricant qui nous dit oui, on va changer, vous inquiétez pas. C'est des preuves comme recevoir une facture de l'achat de matériaux sans plomb par un fournisseur, par exemple. Donc des vrais changements dans la façon dont ils produisent leurs produits. Pour finir, je voulais juste parler un petit peu des opportunités futures. La peinture, c'est une des sources les plus importantes. Elle représente presque 20% de la charge mondiale de l'exposition au plomb. Mais chez LIP, on se pose beaucoup la question de quoi faire pour les 80% restants. Et du coup, on développe de nouveaux programmes sur d'autres sources d'exposition actuellement. L'une d'entre elles, c'est les épices. Il y a une pratique dans beaucoup d'Asie du Sud qui consiste à ajouter du chromate de plomb aux racines de curcuma pour rehausser leur couleur. Et ça donne lieu à des épices qui sont vendues sur le marché avec des taux 400 fois supérieurs à la norme légale. Donc on travaille sur ça. On travaille aussi sur les cosmétiques traditionnels. Il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie du Sud où il y a une poudre qui est appliquée sur les yeux des enfants. Et cette poudre contient en général entre 40 et 80% de plomb en masse. Donc c'est extrêmement nocif pour leur santé. On travaille aussi là-dessus. Donc à l'avenir, dans les prochaines années, le focus de LIP, ça va être sur, bien entendu, la mise à échelle de nos programmes sur la peinture. On va continuer à faire ça. On est dans 35 pays actuellement et on espère être entre 60 et 70 d'ici 2027. Et développer et tester des solutions à ces nouvelles sources d'exposition. Et si on pense qu'elles sont efficaces, les mettre à échelle également. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Donc, Juliette, dans son intervention, nous a montré comment, face à des enjeux sanitaires massifs et souvent au caractère négligé, on peut déployer des solutions qui sont concrètes, efficaces et économiques. Mais quand les causes, elles sont multiples et les besoins immenses, une autre question se pose, qui est à quelles organisations spécifiques donner pour faire le plus de bien. Et c'est là qu'intervient Samuel, donc avec le travail du Happier Lives Institute. Donc Samuel s'interroge sur une unité commune, donc le bien-être, pour comparer rigoureusement l'impact dans des domaines très différents. Et je vais laisser nous expliquer tout ça. Merci. Super, merci. Alors, vous avez vu, il y a de la recherche sur ce qu'on peut faire comme intervention et après, il y a des associations qui mettent en place des interventions. Comment on fait pour prendre ces données et décider quelles sont les meilleures des associations? Un moyen d'avoir de l'impact, c'est de donner à des associations. Et peut-être vous donner aux associations juste parce que vous aimez celle-là et c'est très bien, mais je vous encourage à donner en fonction de leur impact. Quelle est l'association qui a le plus d'impact? À quelle association est-ce que si je donne €1, laquelle va faire le plus d'impact avec cet euro? Ça, c'est le travail qu'on fait au Happier Lives Institute. Donc, on évalue des associations afin de vous procurer des recommandations pour où diriger vos dons. Et une question qu'on se pose beaucoup, c'est qu'est-ce qu'est l'impact? Vous allez entendre ce mot encore plusieurs fois aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu plein de fois, mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'impact? Est-ce que c'est augmenter la santé? Est-ce que c'est augmenter le revenu? Est-ce que c'est augmenter l'éducation? Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, mais c'est des choses qui sont bonnes de manière instrumentale. C'est bien d'avoir un revenu parce que ça me permet d'acheter quelque chose. Et c'est bien d'avoir quelque chose parce que ça me permet X, Y, etc. Et si je réfléchis tout au bout de cette analyse, il y a quelque chose que c'est juste bien parce que c'est bien. C'est bien de manière intrinsèque. Ça, c'est ce que les philosophes appellent le bien-être. Comment va notre vie? Quel est le degré de notre bonheur? Et donc, au lieu de juste s'arrêter à ce niveau-là, nous, on veut quantifier l'impact en termes de la chose fondamentale, la chose intrinsèque qui est le bien-être. Alors, on peut mesurer le bien-être directement. Ça, c'est un travail qui est le fruit des sciences sociales. On peut mesurer le bien-être avec des questions comme, globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfaite de la vie que vous menez actuellement sur une échelle de 0 à 10? Ça, c'est une mesure qui a été validée scientifiquement. Et quand on regarde la carte, quand on utilise ce genre d'échelle, on voit bien que les pays qui sont plus riches et en bonne santé sont plus satisfaits avec leur vie que les autres pays.
C'est une mesure qu'on n'a pas inventée nous-mêmes. Comme je dis, ça vient des sources sociales, c'est utilisé par l'INSEE, c'est utilisé par les pays de l'OCDE. Mais nous, on veut aller une étape plus loin, c'est de quantifier les résultats sur ces mesures-là et les utiliser pour évaluer les associations. Donc, on quantifie dans le temps avec le WELLBY, ou the Wellbeing Adjusted Life Year. Un WELLBY, c'est une augmentation d'1 point pendant 1 an sur l'échelle de 0 à 10. C'est un équivalent de ça. Si vous passez de 6 sur 10 à 7 sur 10 pendant 1 an, ça, c'est un WELLBY. Ensuite, moi, mon travail, c'est de dire combien de WELLBY par euro produisent les associations. Ça, c'est leur rapport coût-efficacité. Et laquelle association a le meilleur rapport coût-efficacité? Laquelle association à qui vous devrez donner de l'argent? Alors pour faire ça, on prend toutes les données et qu'on peut, sur le bien-être, dans des études comme celles qui ont été présentées auparavant, on estime l'effet sur l'individu, pas juste à un moment T, mais aussi sur la durée. On estime l'effet indirect sur les gens autour de la personne. Donc si on augmente votre bien-être, ça va probablement augmenter le bien-être d'autres gens autour de vous. Et ensuite, on applique des ajustements. Ça, tous les évaluateurs font ça d'une manière ou d'une autre parce que les données ne sont peut-être pas parfaites ou les données ne sont pas directement sur l'association que vous êtes en train d'évaluer. Et enfin, on peut calculer le rapport coût-efficacité. Donc, on prend ce rapport coût-efficacité, on prend la qualité des données et la profondeur de notre analyse et on peut vous faire différentes recommandations pour vos dons. Alors, on a des top charities. C'est des associations où non seulement elles ont un fort impact, un bon rapport à coût-efficacité, mais en plus de ça, on est confiant dans notre analyse. Strong Minds et Friendship Bench procurent de la psychothérapie pour ceux qui sont dans le besoin en pays à faible revenu, parce que les gens là où ont aussi besoin d'aide pour la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes. Et sans l'aide d'associations comme celle-ci, c'est très, très difficile de procurer ce genre d'aide. Dans beaucoup de pays à faible revenu, le traitement pour la santé mentale, il est soit non existant, soit parfois nocif. Donc ça, c'est nos top charities. Nos promising charities, c'est des associations qu'on pense pourront avoir un très grand impact, mais on est un peu plus incertain. Peut-être il y a un peu moins de données ou c'est un peu plus difficile à quantifier. Généralement, on met en place des choses pour gérer ça, mais on veut aussi communiquer cette incertitude en les classant différemment. Taimaka procure du traitement contre la malnutrition pour les enfants au Nigeria et Pure Earth fait du plaidoyer pour réduire l'exposition au plomb. Alors on me dirait pourquoi Pure Earth et pas LEAP parce que généralement, quand on voulait évaluer LEAP, ils avaient assez de fonds pour beaucoup de leurs opérations, alors que Pure Earth peut emmagasiner encore de l'argent pour d'autres programmes. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas nécessaire de faire une évaluation de LEAP en ce moment. Mais si vous me demandez à moi, ma prédiction de où serait LEAP, ce serait tout à fait Promising Charity, le même effet que Pure Earth, etc. Vous pouvez donner à LEAP, c'est très bien. Ces deux associations qui font du travail contre l'exposition au plomb, c'est dans les meilleures associations à laquelle vous pouvez donner. Et notamment, nous, on a évalué le programme de Pure Earth pour réduire l'exposition au plomb dans les cosmétiques au Ghana. Donc, exactement le col qu'ils mettent sur les yeux des enfants. Ça, c'est le programme qu'on a évalué. Alors, je vous ai présenté différentes associations. Je vous dis, elles sont bien, il faut donner à ces associations-là, parce qu'il y a vraiment une différence d'impact entre les associations. Quand on demande au public, les gens se disent, la meilleure association, c'est maximum 3 fois meilleure que l'association typique ou moyenne. Mais on a fait de la recherche pour montrer que ce n'est pas le cas. On a fait une revue générale de toutes les évaluations d'associations en termes de bien-être qu'on a publié dans le World Happiness Report. Le World Happiness Report, c'est la publication qui, chaque année, vous rappelle que la France n'est pas dans le top 10 des pays les plus heureux au monde. Ils écrivent des chapitres. Moi, je suis suisse, du coup, généralement, ça va bien. Ils écrivent des chapitres. On a écrit un chapitre et, si vous voulez, un résumé en français. Avec Romain, on a écrit une traduction en français sur le site de Mieux Donner. Et dans ce chapitre, le résultat principal, c'est ce graphique où, sur l'axe Y, vous pouvez voir toutes les associations différentes. Sur l'axe X, vous pouvez voir le nombre de WELLBY créés par 1000 dollars donnés. Donc, plus grand, c'est mieux. Contrairement à ma bannière, dans l'autre salle, où plus petit, c'est mieux. Mais c'est ordonné dans le même sens. Donc, plus grand, c'est mieux. C'est le nombre de WELLBY. Vous leur donnez 1000 $, ça, c'est combien de WELLBY ils vont produire. Et vous pouvez voir que toutes nos recommandations sont en haut. Elles ne sont pas toutes en haut parce qu'on est trop gentil avec elles. C'est parce que nous, par rapport aux autres évaluateurs, on cherchait spécifiquement quelles sont les meilleures associations. Et ces associations, elles ont tendance à être dans des pays à revenus faibles
parce qu'un euro là-bas, ça va beaucoup plus loin qu'un euro ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de différence entre les associations? C'est-à-dire si on prend le bas de l'échantillon ici, qui n'est pas nécessairement mauvais, c'est une bonne association, si on prend le bas de l'échantillon ici comparé au haut, c'est une différence de presque 900 fois. Ça veut dire que sans changer la quantité que vous donnez, simplement en donnant aux meilleures associations, vous pouvez augmenter votre impact jusqu'à 900 fois. Vous pouvez augmenter votre impact plusieurs centaines de fois. Donc, voilà. Donc je vous recommande de donner aux meilleures associations, à donner selon l'impact, que l'impact c'est le bien-être, et que vous pouvez augmenter votre impact plusieurs centaines de fois. Merci. Merci beaucoup Samuel pour ta présentation. Donc on en a terminé pour les interventions. Pour vous résumer un petit peu, donc on vient de voir 3 angles très complémentaires pour agir efficacement. Donc Loïc nous a montré comment évaluer rigoureusement ce qui fonctionne et influencer les décisions publiques. Juliette, comment transformer ces résultats en actions concrètes sur le terrain. Et Samuel, comment orienter nos dons là où ils ont le plus d'effet sur la qualité de vie. Donc à chacun son levier, mais avec une même ambition. Donc chaque action compte vraiment. Voilà. On peut maintenant passer à vos questions. Donc si vous n'avez pas encore posé vos questions sur Slido, je vous invite à scanner ce QR code et vous pourrez y inscrire votre question. Alors, première question qui est destinée à Loïc. Loïc, comment savoir si quelque chose qui fonctionne dans un contexte d'après une évaluation d'impact pourra aussi fonctionner dans un autre contexte? Merci pour cette question. Tout d'abord, il faut savoir que dans les quelques interventions que j'ai montrées à la fin, la très grande majorité, je pense presque toutes, ont eu de nombreuses évaluations d'impact dans différents contextes. Avant qu'on dise c'est quelque chose d'établi qui marche très bien, on réplique les évaluations. Donc c'est déjà une première manière de faire. Quand vous voyez que ça marche 7 fois dans 7 pays différents, ça marchera probablement dans le 8e, même si on ne peut pas être sûr. Donc c'est peut-être une première partie de la réponse, répliquer les évaluations. Et une deuxième partie de la réponse, c'est de s'intéresser à la théorie du changement de l'intervention. Donc si vous avez une intervention qui fonctionne bien dans un contexte, vous regardez vraiment la théorie, quelles sont les hypothèses qu'il y a dans cette théorie du changement, quelles sont les conditions dans lesquelles vous pensez qui font que ça marche. Est-ce que dans le nouveau contexte, on a les mêmes conditions? Est-ce qu'on a les mêmes hypothèses? Je donne un exemple très simple. Si une intervention dans l'éducation, encore une fois, se focalise sur le fait d'encourager les parents à aider leurs enfants à apprendre à lire, si vous êtes dans un contexte, je sais pas, comme l'Afrique du Sud, où tous les parents savent lire et que ça marche très bien dans ce contexte, et que vous vous mettez dans un contexte comme le Mali, où la génération des parents, il y en a très peu qui savent lire en réalité, qui savent bien lire, vous ne pouvez pas prendre les résultats en Afrique du Sud, au Mali, parce que vous n'avez pas les mêmes conditions, vous n'avez pas les hypothèses clés qui sont en place. Donc ça peut vous permettre c'est pas parfait évidemment, mais ça peut vous permettre d'avoir une idée, de vraiment penser clairement à la théorie du changement et aux hypothèses sur chaque intervention, de savoir si dans votre nouveau contexte, ça a des chances de fonctionner. Puis après, vous pouvez aussi mesurer, évidemment, pas forcément l'impact, mais même des étapes intermédiaires sur la théorie du changement pour savoir si effectivement vous le vérifiez. Merci Loïc. Donc, je prends par ordre de préférence du public. Pour LIP, est-ce que le name and shame, donc c'est-à-dire citer publiquement les entreprises qui utilisent le plomb, fonctionne? Merci pour cette question. J'adore cette question. C'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment au sein de LIP. C'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à présent, donc je peux pas vraiment dire si de notre expérience ça fonctionne. Vu que notre approche c'est de travailler en partenariat avec le gouvernement et les entreprises, donc on essaye d'être perçu comme collaborateur des entreprises et vraiment apporter un soutien à leur reformulation. On essaye de pas trop se positionner comme de bad cop et
Et donc, on n'a pas trop essayé. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contextes. Vu qu'on met à l'échelle notre programme, on est dans vraiment beaucoup de pays maintenant. On a plusieurs contextes où on fait face à des situations où il y a certaines entreprises qui ont beaucoup d'influence, notamment sur le passage potentiel de réglementations contraignantes. Et c'est là où on se dit que peut-être ça pourrait être un levier intéressant, mais on n'a pas encore essayé. Très bien, merci. Autre question, chez les policy makers, quelles sont les idées reçues les plus répandues sur la pauvreté et comment résoudre le problème ? Qui veut prendre cette question ? Samuel, peut-être ? Je vais commencer. Peut-être Loïc viendra me sauver après. Une idée reçue, c'est que simplement, je pense que ça fonctionne, donc ça doit fonctionner. Juste pas utiliser de données ou d'informations, ou quand ils peuvent utiliser des données, les fonctionnaires qui doivent produire ces analyses, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas nécessairement toutes les informations. Et de penser que justement le TED Talk qu'ils ont vu, c'est la réalité sur le terrain de ce qui est le plus efficace, et de ne pas faire cette comparaison. Ou, pour mon cas, je dirais, c'est de ne pas se focaliser sur le résultat qui compte, qui est le bien-être. On se focalise beaucoup sur le PIB dans nos pays. C'est le PIB qui compte plutôt que le bien-être. Et il y a quand même des efforts dans cette direction-là. Donc, la plupart des pays de l'OCDE mesurent le bien-être. Le Royaume-Uni a des guidelines pour leur trésorerie sur comment faire les évaluations en termes de bien-être. Je pense qu'on utilise plus leurs guidelines qu'eux, mais notamment, on va justement discuter avec eux pour améliorer les guidelines. Et il y a des efforts de groupes comme OLSI, un groupe de Value for Money, qui essaie de proposer, de dire ces politiques publiques-là, elles ont tant d'effets sur le bien-être, c'est celles-là qui auront le plus d'effets. Voilà. Je peux en ajouter une peut-être tu me corriges si tu penses que j'ai tort, mais je pense qu'une idée reçue sur la pauvreté, c'est parfois de se dire les gens qui vivent dans la pauvreté, finalement, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux, en fait. Et parce qu'ils mènent une vie simple, du coup, tout va bien dans leur tête, alors que, comme le montrent les données qu'a montré Samuel, c'est pas vraiment le cas, pas du tout même. Je pense que les gens ont du mal à s'imaginer, par exemple, tout ce que ça peut faire d'avoir de gros problèmes de santé et de ne pas avoir d'accès aux soins. Ouais, je pense que c'est une des idées reçues, peut-être. Loïc j'ai rien à rajouter, il n'y a rien à sauver du tout. Tu t'en es très bien sorti. Très bien, donc passons à la prochaine question qui est, donc je pense, pour Samuel. Différence entre Wellbe et Cali. Se concentre-t-on uniquement sur le bonheur des gens ou l'espérance de vie est-elle également prise en compte ? C'est une bonne question où il y a plusieurs éléments pour la réponse. Alors, accrochez-vous. Le QALY, déjà, c'est une mesure plutôt santé et c'est une mesure où on demande généralement à des personnes qui n'ont pas de problème ou pas le problème en compte de combien d'années de leur vie seraient prêts à sacrifier pour ne pas avoir tel ou tel problème. Donc, c'est une prédiction, souvent, de personnes, plutôt que le Wellbe, c'est on va demander aux gens quel est votre niveau de bien-être. Donc, c'est les gens directement qui rapportent leur niveau de bien-être. Ça, c'est une grande différence. Ensuite, ces deux mesures font une quantification dans le temps. Donc, c'est le changement dans le temps. Et dans les calculs avec QALY, dans les calculs avec la santé, il y a des calculs sur des interventions qui augmentent la durée de vie. Et la plupart des interventions que j'ai présentées, elles sont principalement des interventions qui augmentent la qualité de vie. Nous, on se concentre sur les interventions qui augmentent la qualité de vie plutôt que la quantité de vie. Alors, il y a toujours un peu des deux dans chaque intervention. Ça, c'est simplement parce que GiveWork, un autre évaluateur, se concentre sur les évaluations d'associations qui augmentent la quantité de vie. Et quand vous voulez faire une comparaison entre les deux, il faut faire de la philosophie. Oh là là. Il faut faire de la philosophie, soit explicitement, soit implicitement. Tous vos systèmes de santé, ils font ce calcul-là généralement implicitement. Par exemple, le DALY, qui est une autre mesure, a changé de point de vue philosophique au cours du temps.
il y a vraiment des questions de comment quantifier le mal que cause la mort. Ça paraît bizarre, mais c'est complexe. Alors nous, au lieu de prendre parti sur tel point de vue philosophique, on se concentre sur donner des recommandations aux personnes qui se disent « Ah bah moi, j'aimerais bien quand même me concentrer sur la qualité de vie ». Donc là, l'espérance de vie est peut-être un peu moins prise en compte parce que c'est augmenter la qualité qui compte. Si vous voulez faire de la philosophie, si vous allez sur notre site, vous cherchez « The Elephant in the Bed Net », l'éléphant dans la moustiquaire. Ne cherchez pas en français, hein, mais cherchez en anglais. Là, on explique la philosophie et il y a un lien à une application où vous pouvez mettre votre point de vue philosophique et ça va vous dire comment nos recommandations à nous se comparent au Against Malaria Foundation, qui est une association qui s'occupe de sauver des vies contre le paludisme. Donc, je vais peut-être oublier une partie de la question, mais le QALY, c'est des gens qui font des prédictions. Le well-being de leur santé ou de leur qualité de vie. Le well-being, c'est une mesure directe du bien-être. On se concentre sur la qualité de vie. Il y a des associations qui font la quantité de vie. Et quand il faut faire une comparaison des deux, ça devient compliqué. Un raccourci qui peut être utile, c'est que, quel que soit votre point de vue philosophique, généralement, les évaluations d'associations qui réduisent l'exposition au plomb sont quand même dans le top du classement. Merci Samuel. Pour ajouter un peu de concret à toutes vos interventions, il y a une question qui est revenue et qui est assez populaire chez le public. Pour chaque spécialiste, à quoi ressemblent vos tâches au quotidien? Je vous laisse. Tu veux commencer? Il faut savoir que dans des organisations, il y a tous les métiers. Il y a beaucoup de métiers différents dans une organisation donnée. Donc, les réponses qu'on va vous donner, elles vont être très spécifiques à notre rôle particulier, mais dans n'importe quelle organisation, que ce soit dans le domaine ou dans d'autres, vous pouvez faire de la com, vous pouvez faire du fundraising, vous pouvez faire de la stratégie, et vous pouvez faire de la recherche. Donc, il y a un peu tout ça dans le domaine, et c'est en fonction de ce dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous avez un talent que vous allez être le plus utile. Pour ma part, moi, ça a pas mal évolué au cours du temps. Mon rôle consiste à plutôt orienter la stratégie de l'organisation. Au jour le jour, c'est parler beaucoup à notre board pour leur faire des présentations sur comment notre impact évolue, quelle est notre nouvelle stratégie maintenant que l'USAID est tombé par terre. Motiver les gens malgré le fait que l'USAID soit tombé par terre. Voilà. Juliette? Moi, pareil, donc mon rôle et mes tâches, c'est pas très représentatif de ce que les gens chez LIP font. Moi, je suis directrice de recherche et stratégie, donc mon rôle, ça consiste à mener des projets de recherche pour informer pour orienter les décisions de LIP sur est-ce qu'on investit plus dans la peinture, est-ce qu'on investit plus dans les épices ou les cosmétiques. Si on investit dans la peinture, quels sont les prochains pays dans lesquels on veut mettre en place un programme. C'est un peu ça mon rôle. Et pour faire ça, la plupart de mes tâches, c'est soit de mener des projets de recherche de terrain, donc gérer une équipe qui va aller sur le terrain pour collecter des données et en apprendre plus sur des sujets ou des sources d'exposition qu'on ne connaît pas encore bien. Peut-être évaluer même une intervention ou une solution qu'on veut tester. Et faire de l'analyse, donc faire des calculs pour estimer l'impact de nos différents programmes. Et mettre ça à jour au fur et à mesure qu'on collecte de plus en plus de données sur tous les pays dans lesquels on a des programmes. Donc, voilà. Moi, je suis analyste, du coup, c'est le moins intéressant à raconter. Je passe beaucoup de temps devant des données, devant du code, des programmes. Il faut savoir tous les chiffres que vous avez vus dans le graphique, c'est des rapports de plusieurs dizaines de pages avec beaucoup de code derrière, beaucoup de réflexions en équipe de chercheurs. Peut-être
un rôle qu'on n'a peut-être pas noté, c'est les gens qui font operations. C'est des gens qu'on se rend compte de ce qu'ils font que quand ça se passe mal. Ils sont super utiles dans les équipes. Ceux qui font qu'on arrive à ces conférences en entier. Donc, il y a aussi ces rôles-là qui sont importants. Puis, il y a les directeurs qui vont parler aux gens, lever les fonds, etc. Merci. Une autre question pour toi, Samuel. Est-ce que des questions comme l'écologie ou l'égalité sont prises en compte pour l'évaluation du well-being? Alors, ça pourrait. Il n'y a pas de limite là-dessus, mais ça a tendance à pas l'être. C'est compliqué de modéliser l'écologie, mais c'est possible. Et c'est un endroit où les sciences du bien-être doivent s'améliorer et faire plus. Il faudrait modéliser, en fait, l'écologie, ça crée tel problème. Par exemple, la pollution. La pollution, ça a tel effet sur les personnes. Ces effets-là, ils ont tel effet sur le bien-être, etc. Donc, c'est faisable. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus. L'égalité, il y a peut-être deux aspects à l'égalité dans cette question-là. Il y a une partie qui est simplement être dans un pays plus égalitaire, plus démocratique, etc. Est-ce que ça augmente le bien-être? Et selon le World Happiness Report, ça en effet quelque chose qui est très probablement associé au bien-être. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'on peut intervenir dessus. Il y a aussi une question d'égalité de est-ce qu'il faut aider tout le monde pareil, est-ce qu'il faut aider ceux qui sont en bas de l'échelle, etc. Ça, c'est des questions, encore une fois, philosophiques, où il faut faire un choix moral de se dire, on va viser les personnes qui sont en bas de l'échelle, on va viser ces personnes-là, parce que même si on augmente d'un point du bien-être en bas et en haut, on va préférer le point de bien-être en bas. Ça, c'est un point de vue philosophique qu'il faut prendre, qu'on ne prend pas directement nous, mais qui pourrait être mis sur nos analyses. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des interventions qui font le plus d'impact, elles ont tendance à être dans les endroits où il y a le plus de besoins, et donc les gens sont le plus bas de l'échelle. Oui, aussi parce que c'est beaucoup moins cher dans ces parties-là. Donc on va beaucoup plus loin avec la même somme. Merci. Y a-t-il des ressources disponibles ou des lectures conseillées pour en apprendre plus sur ce type de problème? Alors, je vais peut-être faire ma self-promotion avec Mieux Donner. Mais Mieux Donner, donc nous, on est une plateforme qui oriente les dons vers les associations les plus efficaces. Et sur notre site internet, vous trouverez énormément de ressources, d'articles, de rapports qui vous permettront de faire des choix plus éclairés en termes de donation et d'en apprendre plus sur l'efficacité, la générosité efficace et l'impact. Vous avez d'autres ressources? Si vous vous intéressez pas mal aux méthodologies d'évaluation, il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Il y a des bouquins plus accessibles du style Glenn Esther qui a écrit un bouquin sur comment faire des évaluations randomisées. Dean Carlin qui a écrit un bouquin qui s'appelle More Than Good Intention, qui en fait fait un peu explique toutes ces idées-là. Ça a déjà 10 ans, mais ça n'a pas pris une ride. Si vous vous intéressez à ce qui fonctionne, les résultats d'évaluation, il y a évidemment il y a toute la littérature, mais il y a quelques... On a mis par exemple un rapport il y a 2 ans à peu près qui s'appelle le Best Bet Report, où là vous avez dans beaucoup de secteurs différents, c'est quoi les interventions qui sont les plus prometteuses d'après les résultats de recherche. Quelles sont celles qui sont vraiment établies comme fonctionnant? Je vous ai donné le gros de la liste. Et après, il y a toute une longue liste où c'est là, il y a des choses prometteuses, ce serait bien de faire un peu plus de recherche et ensuite d'aller les mettre à l'échelle. Donc voilà, le Best Bets Report, c'est sur notre website. Juliette? Ça dépend ce qui vous intéresse, parce qu'on a parlé de vraiment beaucoup de sujets différents. Du point de vue de Libre, du coup, si vous êtes intéressé pour d'en apprendre plus sur nos programmes, on a des blogs et on écrit beaucoup sur nos activités, les résultats de nos études. C'est tout en anglais, par contre, du coup. Et pour les gens qui aiment vraiment aller en profondeur dans la compréhension de différentes problématiques, et il y a 2 ressources que moi j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup appris. Pour des vues d'ensemble, il y a Our World in Data qui présente un peu des données de façon assez quantitative sur plein de problèmes dans le monde, à la fois la santé, la pauvreté, l'écologie.
et ouais, vraiment tous les sujets. Et après, pour des analyses aussi des organisations, il y a GiveWell, que je trouve qu'il fait vraiment des rapports détaillés et qui permet de vraiment se questionner sur toutes les petits détails des organisations, comment elles font leur travail, exactement quels problèmes elles essayent de résoudre. Et je trouve que c'est très intéressant à lire. Si vous voulez le détail de nos analyses à nous aussi, on a des publications sur notre site. On a aussi des blogs un peu plus légers. C'est aussi tout en anglais. Mais comme je dis, sur le site de Mieux Donner, il y a un résumé du World Happiness Report chapitre en français. Et puis, vous pouvez me contacter, moi, si vous avez des questions. Ouais. Merci. Question pour Loïc. IPA transmet-elle ses outils aux décideurs, décideuses des pays en développement pour que ceux-ci ne dépendent pas des organes européens? Merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord. C'est une partie très très importante de notre stratégie de faire en sorte que les gouvernements, principalement les gouvernements, mais en général les écosystèmes de connaissances dans les pays de développement où on travaille soient robustes. Bon, faut savoir quand même que IPA, c'est à peu près 90-95% d'employés qui travaillent dans le pays dans lequel dont ils sont. Donc c'est pas, on n'est pas, quand on dit c'est une organisation européenne ou américaine, on est quand même principalement dans les pays en voie de développement, et c'est tous mes collègues, la majorité de mes collègues sont de leur pays. Mais un gros type de programme qu'on a, qui s'appelle les laboratoires intégrés ou Embedded Labs, c'est quelque chose qui a énormément augmenté dans notre travail, dans notre stratégie dans les dernières années, c'est l'idée de construire ces compétences à l'intérieur d'un ministère, principalement. Et quand je dis ces compétences, ce n'est pas uniquement des évaluations d'impact, c'est aussi d'utiliser leurs propres données, leurs données administratives, faire du suivi évaluation, pour qu'à l'intérieur du ministère, il y ait un pôle recherche, données, efficacité, test, expérimentation. Ça prend des formes un peu différentes parce que c'est quelque chose qu'on crée en partenariat avec le ministère, que c'est eux qui veulent le créer. C'est quand ils veulent le créer eux-mêmes, nous on les aide, on leur envoie des staffs, et au fur et à mesure, on construit les compétences et on s'éloigne. Donc c'est Embedded Labs, ça s'appelle, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu. À mon avis, c'est une grosse partie de notre travail dans les années qui viennent. La dernière question est, y a-t-il des différences à prendre en compte entre les décisions de philanthropie efficace individuelle vs à grande échelle? Exemple, les budgets nationaux. Qui se lance? Je pense si on prend une vue vraiment très, très loin, non. Je pense qu'il faut que les gouvernements, par exemple l'AFD ou l'USAID, il faut qu'ils prennent des décisions sur avec le même type d'outils et de réflexion. Après, dans le détail, ils ont des leviers différents. Ils peuvent avoir de l'influence diplomatique, ils peuvent aussi en abuser. Souvent, ils vont être plus intéressés par soutenir des projets qui sont visibles, donc de l'infrastructure. Et à la maison, ils ont un congrès ou une assemblée nationale ou des électeurs qui va peut-être être plus tenté de soutenir des projets qui sont un peu plus intuitifs, on va dire, que des choses un peu ésotériques qu'on pourrait avoir qu'on pourrait faire quand on a une fondation, qu'on peut prendre plus de risques, qu'on a moins de comptes à rendre à des citoyens, on va dire. Donc c'est peut-être ce genre de nuance qu'il faut être conscient. On n'a pas envie de détruire l'USAID ou l'AFD simplement en faisant des choses un peu bizarres qui ne parlent pas au public, parce que ça pourrait être contre-productif. Et donc ça veut dire que quand on est une fondation ou quand on est un bailleur de fonds privé, on a le besoin il faut qu'on prenne encore plus de risques, il faut qu'on fasse des choses encore moins mainstream, si je peux me permettre, parce que c'est pas ce que peut faire un gouvernement. Merci Loïc. Donc cette table ronde est terminée. Merci à tous pour votre participation.